Bienvenue. Comment ça va tout le monde? Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire. Au rendez-nous hebdomadaire. Aujourd'hui, on a pourvu une émission de qualité. Si on a... Ah voilà, le premier problème technique. Il faut de ce qu'il y ait des petits podcast. problèmes techniques. Et c'est nécessaire les gens, c'est nécessaire pour le style. On a des news les gens, les news de la semaine. Tout d'abord, la loi RSA qui a été votée au Sénat. Ça, c'est très important, on va en parler ensemble. Et on a aussi la grève du JDD par rapport à leur nouveau directeur, Geoffroy Lejeune. Gros sujet, gros sujet. Il y a aussi les batteries des smartphones qui devront être facilitées, qui devront être faciles à remplacer. Donc ça, c'est l'Europe qui va mettre ça en place. Donc, assez intéressant. Une loi que j'ai rarement vu passer, on en a très peu parlé, qui permettrait d'activer le GPS, les caméras de n'importe quel suspect. Bon, ça, on verra ça aussi. Waouh. Et puis la SNCF qui nous réserve des petites surprises. On verra ça ensemble. Bon, alors, comment ça va? Alors, on va se poser. On va d'abord, on parle de la loi RSA quand même, hein, cette loi RSA qui est une catastrophe. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le concept, c'est que maintenant, les gens doivent faire 15 heures de travail hebdomadaire pour toucher leur RSA. Donc, si vous êtes au RSA, voilà, ce changement va arriver dans pas si longtemps que ça, puisque le Sénat vient d'adopter ce projet de loi le 11 juillet, cette semaine. C'est tout frais, ça vient de tomber. Donc, majorité de droite et du centre au Sénat. Hein. La gauche, évidemment, au Sénat a voté contre. Mais, évidemment, ils n'ont pas la majorité. Donc, le Sénat accepte donc ce nouveau changement. On en a parlé. Est-ce que tu as vu un petit peu les impacts que ça pourrait avoir sur le monde du travail, quoi? Toi, tu avais fait une vidéo complète sur ce sujet en octobre dernier, je crois. Oui, ouais. Et en fait, là, ça a été voté au Sénat. Très forte chance que ça soit voté à l'Assemblée nationale, mais rien n'est joué. Mais vu qu'ils n'arrêtent pas d'en parler et que de toute façon, c'est une loi qui a l'air de plaire à la droite en général, pas que aux macronistes, etc. Et qu'il y a une majorité de droite actuellement à l'Assemblée, Ouais. ça risque de passer. Dis-nous un peu, genre, c'est quoi les gros points de cette loi? En fait, le gros point, c'est que dorénavant, si on a bien compris, et c'est à peu près ce que disent les gens qui sont intéressés aux impacts potentiels de ça, les employeurs pourront maintenant juste prendre quelqu'un au RSA, puisque pour faire ces 15 heures d'activité par semaine, activité d'insertion, ils disent. Hein. Mais pour faire ça, évidemment, on va remplacer des travailleurs qui auraient pu être avec un contrat CDI, CDD, etc., etc. Donc en fait, ça crée un peu un infra-emploi, un nouveau type de contrat, finalement. Et beaucoup de gens disent que ça va avoir des impacts assez négatifs sur le monde du travail, puisque c'est pas impossible. Beaucoup de gens disent. Beaucoup de gens le disent. Les gens le disent, écoute, moi c'est ça que j'entends sur les réseaux en ce moment. Je sais pas. Beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, c'est catastrophique. Je veux bien qu'on dise oui, les gens RSA, regardez, ils touchent de l'argent sans rien faire, etc. Pourquoi pas? Tu peux le dire. Mais après, il y a une réalité, c'est en tant que société, nous, ça nous coûte de l'argent que les gens qui ne peuvent pas techniquement travailler, ils aient pas un minimum de subsistance. En fait, les gens ne comprennent pas l'aspect systémique. C'est pas une histoire de individuellement, ces gens touchent de l'argent sans rien faire ou quoi que ce soit. C'est en tant que société. Si cet argent, on le donne pas, en tant que société, on y perd énormément. Donc, au-delà de toutes les visions moralistes du sujet, etc., ou les gens qui parlent de mérite, etc., et si on regardait en tant qu'État qui essaie de régler des problèmes de société, est-ce qu'on veut vraiment que des gens qui peuvent pas travailler, puisque de toute façon, ces postes de travail n'existent pas. Il y a un énorme problème, il n'y a pas assez de travail. Donc si jamais les gens ne peuvent pas travailler, ils se retrouveront à devoir démontrer qu'ils ont travaillé 15 heures par semaine, et s'ils ne peuvent pas le faire, il se passe quoi? On va vers un monde où
si jamais vous ne pouvez pas techniquement travailler, que ce soit à cause d'un malaise personnel, que ce soit votre situation, de toute façon, c'est impossible, etc. Pas fou. Vous avez littéralement pas d'argent et vous pourrez en crever. Sauf que derrière, c'est la société qui trime. C'est la société qui paye. C'est pas juste ces individus qu'on. Déjà, c'est horrible de savoir qu'on laisse tomber ces individus, mais c'est une conséquence horrible sur toute la population derrière. C'est une catastrophe. Imagine les gens qui sont coupés entièrement de pouvoir acheter de la nourriture, consommer, payer leur loyer. Déjà aujourd'hui, dans les gens au RSA, le nombre de personnes qui genre commencent à ne plus pouvoir payer leur loyer, même qui sont virés de leur logement et tout, parce que juste regardez un peu les montants actuels du RSA, regardez les montants des loyers, au bout d'un moment, l'équation, ça marche plus, quoi, ça marche plus trop. Donc voilà, alors on a quand même une info comme quoi les sénateurs ont limité à 3 mois de RSA les sommes pouvant être restituées. Alors, cette somme restituée... Attendez, en cas de non-respect de ces contrats, le projet de loi a pour objectif de rendre plus progressives et plus effectives les sanctions prévues par la loi. Donc en gros, voilà, ça sera plus simple de sanctionner les gens. Ouais. Bon, déjà aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de conditionnalité des aides, entre guillemets. C'est-à-dire, on ne devrait pas les conditionner du tout. Et là, on les conditionne encore plus, puisque ça va être conditionné par 15 heures de travail, ce qui, théoriquement, est à l'encontre des droits européens, c'est-à-dire pas de travail forcé. Sauf que là, pour survivre, vous ne pourrez pas techniquement survivre sans faire ces travaux, ces 15 heures. Non, on peut pas aller vers là. L'idéal, ce serait que personne n'ait à demander ces aides, parce qu'aujourd'hui, énormément de gens ne les demandent pas, alors qu'ils ont le droit. Et ça nous coûte, parce que ces aides, entre guillemets, sont en fait des investissements qui rapportent énormément à la société. Exactement, bah oui. Plus il y a de gens qui touchent ces aides, plus la société se porte bien. Puisque ces gens en ont besoin. Leur situation fait que s'ils touchaient les aides, ça améliorerait leur probabilité de s'en sortir, d'évoluer dans l'échelle sociale, etc. Donc ouais, je pense que là, on a des gens qui sont beaucoup trop dogmatiques au pouvoir, qui devraient être un peu plus basés sur les faits et la logique. En fait, ce qui a toujours fonctionné. Là, on voit que c'est des gens vraiment mus par une idéologie. Hein. C'est ça. Toujours la même idéologie de baisser les droits, faire des économies, etc., qui sont même pas des économies au final. Hein. Je sais pas si tu as vu sur la réforme des retraites, il y a aussi cette semaine, il y a eu des rapports qui ont évalué en fait que la réforme des retraites n'allait même pas permettre de pouvoir faire les économies qui étaient prévues, etc. Enfin, c'est un petit peu toujours le même fonctionnement avec ces idéologues de droite. Mais voilà les gens. Alors les gens, juste petite info, pendant le podcast, vous pouvez faire des dons sur Ko-fi. Vous avez le lien dans le chat. Et puis nous allons lire les messages. Donc vous pouvez poser vos questions en fait grâce aux dons. Mettez juste quand vous faites votre don sur Ko-fi, vous mettez dans le petit message la question. On collecte les questions tout au cours de l'épisode du podcast. Et il y a une petite section à la fin où on vous lira et on répondra aux questions. Exactement. Il y aura une section plus tard dans le podcast. Si vous avez des questions pertinentes, on y répondra. On prendra un petit moment pour y répondre, pour en discuter en fait, ensemble. Ouais, on en discute ensemble. Essayez de trouver des questions qui peuvent créer des dissensions entre nous, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut devenir très intéressant en fonction des questions posées. Pas des trucs trop trolls non plus. Non, bon, sinon on vous répondra en textuel et ça sera tout. C'est ça. Mais ouais, n'hésitez pas. Et ça permettrait aussi de soutenir le podcast, donc ça pourrait être sympa. Bonne idée, ça, soutenir le podcast. Donc, tu avais parlé de... Alors, 2 secondes. On peut faire l'histoire du JDD. Moi, j'aimerais bien parler de ces téléphones. Ah oui. En fait, il y a une loi qui a été votée. C'est bon, elle est passée normalement en Europe. Donc, on entend Moi, c'est toujours intéressant parce que les lois qui passent en Europe, je les entends très peu souvent en parler depuis des médias de mon pays. J'entends souvent des gens d'autres pays me parler de « Ah oui, il va y avoir cette loi. » Par exemple, moi, c'est ce m'était arrivé pour le GDPR en français, du coup. Ouais. Du coup, je le connais en anglais, le nom GDPR. C'est quoi en français? C'est le... RGPD. Donc le RGPD, pareil, j'en avais entendu parler parce que des entreprises américaines s'en inquiétaient. Et très peu en France, j'en avais entendu parler jusqu'à sa sortie.
Et là, pareil, c'est une loi qui a été votée en Europe où en fait, il va être demandé pour tous les fabricants de smartphones de permettre aux utilisateurs de facilement remplacer la batterie de leur téléphone dès 2027. Donc 2027, c'est pas si loin que ça. C'est 4 ans, c'est-à-dire que peut-être, genre, autant il y a des fois où on nous dit oui, d'ici 2050, nous aurons carbone zéro, tu vois. Ouais. Et ça m'intéresse pas trop. Mais 2027, je trouve que c'est un bon compromis parce que s'il y a des entreprises qui veulent commencer le développement là maintenant d'un smartphone, bah, ils peuvent prendre en compte cette loi pour pouvoir l'appliquer. Ils n'auront aucune excuse ici d'ici 2027 pour ne pas l'appliquer. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est le Conseil européen qui a voté cette semaine la loi sur les batteries rechargeables des appareils électroniques qui oblige les marques à faciliter le remplacement de pièces détachées, notamment les batteries. Ah bah c'est super ça. Impose un nouveau taux de recyclage des métaux rares comme le lithium et le nickel. Très très positif quand même. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que moi je me rappelle, j'avais une batterie facilement changeable, mais c'était dans mon Samsung Galaxy S3 en plastique. C'était il y a un moment. En plastique. C'est vrai que c'était beaucoup plus courant avant ce genre de truc, c'est incroyable. Il y a vraiment une régression au niveau de la réparabilité. Et non, bah, ça fait du bien qu'il y ait un peu des lois positives qui sortent de l'Union européenne quand même. On voit que par moment, comme tu as dit avec RGPD, comme tu as dit avec ce projet de loi ici, bah, c'est cool quoi. Au moins, il y a certaines normes qui sont mises en place. Alors après, bon, on va voir comment ça sera implémenté parce que comme tu te souviens, le RGPD par exemple, il y a eu plein de débats avec les entreprises qui l'implémentaient, mais de façon parfois un peu gênante pour les utilisateurs avec ces trucs de cookies, tous ces trucs qu'il faut maintenant accepter et tout sur tous les sites. Enfin, je suis sûr que vous avez vu tout ça. Donc on verra un peu ce que ça va donner. Mais bon, là, je vois pas trop comment ça pourrait réduire la qualité des produits pour les utilisateurs. Si tu peux plus facilement remplacer ta batterie, c'est que du positif, quoi. Moi, le RGPD, c'est vrai qu'il y a eu des trucs où les entreprises ont réussi à esquiver un peu parce que la plupart des gens cliquent sur oui sans trop réfléchir. Mais quand même, tu peux aller demander toutes tes infos à l'entreprise. Tu peux leur demander de tout supprimer. Et il y a une législation qui s'assure pour les Européens que ce soit fait. Sinon, là récemment, il y a eu des grosses affaires où ils ont dû payer des chiffres significatifs. Il y a eu des amendes. Donc, Google, c'est plusieurs milliards quand même d'amendes. Moi je dis et c'est assez obscur malheureusement. Je sais pas du tout qui sont les gens qui ont fait ces lois-là. On n'a presque aucune visibilité là-dessus. Mais il faut s'y intéresser un petit peu, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il faut un peu plus se sentir responsable vis-à-vis de les élus qui finissent là-dedans et tout. Ouais. Parce qu'en fait, ça a un impact. C'est-à-dire les gens, sans trop y réfléchir, les gens qui ont terminé dans cette administration, bon, il y a des lois horribles des fois qui sont votées. Mais là, pour le coup, c'est des lois cool. Et est-ce qu'on pourrait pas optimiser pour que ce soit que des lois cool qui soient votées ? Moi, j'aimerais bien. Oui, après, il faudra voir si ça sera fait ou pas. Je pense, honnêtement, ça coûte quoi de mettre 4 vis au lieu de mettre un truc en verre, tu mets un truc en métal et il y a 4 vis et on peut juste dévisser les 4 vis et changer. En vrai, ça coûte rien, faut arrêter. Non, ça coûte rien. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce qu'ils vont le contourner comme Apple le fait déjà avec ses vis patentés. Pour l'USB-C là alors ouais, il y a le truc de l'USB-C, mais aussi tu sais les vis où il faut un outil spécial pour ouvrir les iPhones. C'est les Pentalobes là. Ouais. Donc voilà, on va voir si est-ce que dans la législation ils vont dire non, il faut que les vis utilisées. Ils ont dit que ça devait on doit pouvoir le remplacer sans outils. Je sais pas si c'est sans outils propriétaires, je crois. D'accord. Donc normalement, n'importe quel utilisateur doit facilement pouvoir le remplacer. Ok. Ça c'est important, c'est par l'utilisateur final, parce que la manière dont moi je croyais qu'ils allaient pouvoir le contourner, c'est de dire nous avons un service qui vous permet de remplacer votre batterie. Ouais. Là non, c'est pas ce qui est dit. L'utilisateur final doit être capable de pouvoir le remplacer. D'accord, ouais. Avec des outils standards, ça on sait pas trop. Ça c'est normalement pas mentionné. Sans outils propriétaires. Bon. À suivre du coup, mais on espère que Apple va devoir... Sur ce podcast, nous, on veut aussi parler de trucs cool, quoi. Ah bah ouais, attendez, il faut faire des petites news positives quand même de temps en temps. Mais aussi des trucs pas cool. Cette transition. Ouais. T'as aimé ou pas ? Ouais, j'ai aimé, ouais. Non, c'est un petit peu cool, mais instantanément, on replonge dans
Juste la pire timeline. Non, bah du coup, oui, alors il faut qu'on parle de ça, les gens. La grève au journal du dimanche. Tu veux pas qu'on enchaîne sur l'autre sujet à propos des smartphones? Ah, oui, oui, oui. Ah oui, tu veux qu'on parle de la surveillance Ouais. sur les caméras. Ouais, grosse information aussi. Donc désormais, la police pourra activer à distance caméra, microphone et GPS de suspects. Ah, comment ça marche? Déjà, ça veut dire quoi, suspect? Je... Moi, c'est toujours comme ça. Quand j'entends des termes, tu sais, t'as des termes légaux comme ça qui sont mis dans les lois. Et tout se joue sur la définition de suspect, en fait. Et ça peut être vite flou. Alors suspect, apparemment, c'est n'importe quelle personne qui est soupçonnée d'un crime ou délit passable de 5 ans, 5 années de Waouh. prison. Ah oui, les données. Attendez. Les données de géolocalisation contenues dans les appareils électroniques de toute personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit passible d'une peine d'au moins 5 ans de prison pourront être enregistrées et collectées. Donc attends, parce qu'un crime passible de 5 ans de prison, il y a beaucoup de crimes qui rentreraient là-dedans. Et il suffit que tu sois suspecté, Ouais, soupçonné. soupçonné d'avoir fait ça. Je crois que soupçonné, c'est encore plus lax que suspecté, non, en plus. Mince. S'il y a des soupçons. D'accord. Il dit que c'est une pratique déjà mise en œuvre par les services de renseignement, mais dont l'inscription dans le droit pose question, notamment en matière de respect de la liberté individuelle et de protection de la vie privée. On a Eli Twitou, avocat au cabinet Féral, Ouais. qui nous a un petit peu parlé de ça. Donc, Eli nous dit jusque-là, il était légalement possible aux policiers de mettre en place des dispositifs de surveillance comme des écoutes téléphoniques ou obtenir des données de connexion sur réquisition. Cette loi autorise dorénavant, dans des conditions strictes, à activer à distance des appareils électroniques de toutes sortes, téléphones portables, tablettes, donc vos smartphones, vos tablettes chez vous, etc. Aussi tout autre objet connecté, comme un téléviseur, une voiture, une caméra connectée. Donc c'est cool, hein. Vous allez avoir chez vous vos télés qui... c'est bien aussi de se rappeler que tous ces appareils-là ont des micros intégrés, ont la capacité d'être activés à distance. Et les gens les ont achetés Et les gens les ont achetés, ils sont trop forts. Hein. eux-mêmes. Vous payez de l'argent pour avoir en gros des mouchards, enfin des appareils qui peuvent fonctionner comme ça si c'est activé, quoi. Pas super rassurant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce soit aussi clairement indiqué dans genre qu'une loi soit proposée aussi clairement. Parce que je me disais, certaines personnes sont classées selon des suspections très très claires. Et elles, du coup, il y a sans doute des institutions de surveillance en fait qui sont capables d'avoir ces informations. Mais là, Ouais. c'est très très large quand même. C'est soupçonné. Ça fait un grand nombre de personnes quand même qui va correspondre. C'est plus des gens très spécifiques. Ça va être quand même pas mal de gens quoi. On peut très rapidement te soupçonner en fait. Bah attends, moi il s'est passé un truc il y a quelques années. Je me souviens de ça. J'avais été... en fait, il y avait une investigation et j'avais été soupçonné d'une affaire par la police, mais parce qu'en fait, j'avais un homonyme, quelqu'un avec le même nom, prénom que moi, qui apparemment avait fait quelque chose et la police avait enquêté, etc. Donc dans ce cadre-là, moi, je serais soupçonné. Et donc, ils pourraient, genre, littéralement activer mes micros, mes caméras à distance grâce à cette nouvelle loi, quoi. Donc c'est fou parce que j'avais absolument rien fait. J'avais rien à voir avec ce genre de truc. Pourtant, cette loi, je rentre dans le cadre Oui, quoi, dans ce cas-là. un homonyme donc. Juste être homonyme de quelqu'un qui aurait fait un délit te met dans la case soupçonné. Pas fou, Et à hein. partir de maintenant, on a ton GPS, ta caméra frontale, ta caméra, chez toi aussi tes webcams. Super Toutes ces infos rassurant, sont hein. accessibles. Ouais, pas super. Et du coup, ça a été voté. Donc, ça a été voté. En fait, c'était un amendement qui a été voté. Et la loi, au final, sera sans doute votée elle-même. Donc, c'est quasiment sûr que ça sera dans la loi, tout ça. Mais une loi se fait et se défait. Donc, ne perdons pas non plus tout espoir là-dessus. On peut quand même remettre en question ça. Mais il faut juste savoir que c'est actuellement en question et sans doute bientôt dans la loi. Ouais. Il y a carrément
je crois que c'est Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui a dit de ne pas établir de parallèle entre ce projet de loi de l'état de surveillance et l'état de surveillance dystopique de 1984 de George Orwell. Il a demandé à ne pas établir de parallèle entre ces deux choses. C'est bizarre parce qu'en demandant aux gens de ne pas le faire, est-ce qu'il n'est pas un peu en train de le faire lui? Malgré tout, genre, peut-être si tu veux pas qu'on fasse le parallèle, ne l'évoque pas de base. Je sais pas, Dupond-Moretti. Donc, je sais pas, voilà. Parle-nous du JDD. Ouais, passons à ça maintenant. Bon, alors les gens, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Le journal du dimanche a un nouveau directeur, en tout cas une tentative de mettre un nouveau directeur. Arnaud Lagardère. Ah, attends, peut-être indiquons quand même pour les nouveaux arrivants sur le stream, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui arrivent, que si vous voulez, pendant le stream, pour les gens qui écoutent en VOD, désolé, et sinon ceux qui sont là, n'hésitez pas à faire des dons Ko-fi. Vous avez le lien et peut-être on peut mettre le... Voilà. En faisant un don, vous pouvez poser votre question et on aura une petite section où on répondra aux questions pertinentes qui ont été posées. Donc posez-nous des questions les gens, allez-y. Donc ouais, Lagardère qui a racheté en fait, c'est ça? Alors Lagardère qui est le propriétaire, l'actionnaire majoritaire du JDD, donc milliardaire français bien connu. Et donc il a choisi de nominer Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Geoffroy Lejeune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ex-directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, donc journal d'extrême droite. Hein. On rappelle que c'est sous sa direction que il y a eu des petites choses sympathiques, comme par exemple la fameuse couverture qui représente Daniel Obono en esclave. Je ne sais pas si on se souvient des petites choses comme ça. Voilà, il a des choses à son actif, mais bien sûr plein d'autres choses, plein d'autres propos d'extrême droite de Geoffroy Lejeune. Hein, on connaît ses positions. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Eh bien, en fait, la rédaction du JDD est en grève depuis le 22 juin. Ça va faire maintenant 3 semaines, même plus. Donc c'est assez fou. Donc il y a une résistance de la rédaction qui n'a pas du tout apprécié cette décision de Lagardère de placer comme ça, de leur donner un nouveau chef. Voilà, maintenant vous travaillez sous ce chef d'extrême droite. Non, ils ont pas accepté visiblement. Et du coup la grève continue pour une semaine de plus, qui n'aura pas de parution du journal. Quelles sont les revendications en fait? Alors attends, les revendications... Ils protestent contre, donc en fait ils voudraient que cette personne ne soit pas nommée. Exactement. Donc, est-ce que ça met pas une grosse question sur carrément le fonctionnement même d'un média? Est-ce que c'est normal qu'un média, il y ait tous les travailleurs du média qui écrivent au jour le jour les articles, qui vont chercher les informations, et on leur impose une direction? Est-ce que leur imposer une direction, c'est pas une remise en question fondamentale de la liberté de la presse? Un peu. Bah oui, franchement, si je devais proposer des nouvelles lois, des nouveaux fonctionnements pour un peu lutter contre cette mainmise sur la presse française de une poignée de milliardaires, hein, on va pas se mentir, le paysage actuel, c'est à peu près ça. Je pense que la première loi qu'il faudrait mettre en place contre ça serait dire que un média doit être possédé et géré démocratiquement par ses travailleurs, par ses journalistes. Et comme ça, il y aurait quand même moins de chances d'avoir des gens comme Lagardère qui pourraient, de façon complètement unilatérale et contre la volonté, visiblement, puisqu'ils sont tous en grève, contre la volonté de la rédaction, contre la volonté des travailleurs du média, imposer comme ça une nouvelle ligne, une nouvelle personne, dont les idées vont évidemment se refléter dans la direction du JDD, quoi. Hein. Donc voilà, moi je dirais juste alors, entreprise petite précision apparemment. Ce serait Bolloré qui essaierait d'imposer cette personne à la tête du JDD. Oh ok, c'est Bolloré, JDD, ok. Et la maison mère du JDD, c'est le groupe Lagardère, apparemment. D'accord, la prise de contrôle de Vincent Bolloré, dont Arnaud Lagardère en victime consentante. Donc Arnaud Lagardère serait maison mère... Ah, il serait contre? Non, puisqu'il remet pas en question en fait.
D'accord, ok, ok. Le groupe mère Bon. ne remet pas en question la Il laisse faire, décision. quoi. Voilà. Ok, bon. Mais c'est de la petite précision. De toute façon, bon, entre Bolloré et Lagardère, je sais pas s'il va y avoir J'ai pas plus d'infos que ça. des volontés politiques très différentes non plus, mais ouais, et apparemment, récemment, il y a quand même... Donc là, on a une news du 13 juillet. Lagardère propose de retarder l'arrivée de Geoffroy Lejeune. Donc Ouais, en fait, retardé. retarder. Le temps qu'on Donc, vire tous bon. les grévistes, en gros. Enfin, je sais pas. C'est peut-être Supposément. Mince, j'avais pas pensé à ça en fait, t'as peut-être raison, c'est peut-être ça. Mais en fait, on est d'accord que les médias aujourd'hui vivent énormément des subventions du public. Donc T'as raison. moi, quand je vois que c'est des subventions du public qui donnent la possibilité aux médias d'exister, etc., je me demanderais si ça serait pas intéressant de consacrer les subventions du public à des groupes de médias dont qu'on ne peut pas acheter en fait. Et qu'est-ce que je veux dire par on ne peut pas acheter? C'est que les groupes de médias appartiennent aux travailleurs et donc ils ne peuvent pas être achetés. Moi je trouve que le fait de pouvoir acheter un média et changer le directeur de la publication, c'est problématique, parce que le directeur de la publication a un rôle à jouer dans les sujets traités. Ce serait mentir que de dire le contraire. Sinon, il sert à rien. Son rôle, je vois pas trop en quoi le directeur de la publication servirait s'il n'avait pas son mot à dire sur ce qui était publié dans le journal. Ouais, donc conditionner les aides publiques. Franchement, je suis assez d'accord. Hein. Au moins, ça serait stupide d'empêcher à des médias d'exister s'ils ne correspondent pas exactement à un idéal de... comment ça s'appelle? Coopérative. Ah oui, de coopérative. De coopérative. Ouais. Mais je pense que les médias dont le but, c'est l'information, leur but officiel, c'est l'information, ces médias-là, eux, devraient être en coopérative pour recevoir les aides de l'État, puisque ça en ferait des entreprises beaucoup moins susceptibles d'être rachetées et parce qu'on avait vu aussi, c'est pas la première fois que ça arrive. Non. Il y avait eu iTélé, il y avait eu Europe 1, et les médias... Le Monde aussi. iTélé avait fait une grève. iTélé avait fait une grève incroyable. Et derrière, ils ont très peu le bras de force, le bras de fer, le rapport de pouvoir est très très dur. Donc il faudrait que l'État intervienne là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi sur le truc de dire oui, il faut quand même permettre à certains médias, par exemple des médias divertissement, des médias où il y a quand même des gens privés qui veulent donner une certaine ligne, etc. Genre on peut l'autoriser, je suis d'accord. Mais je pense que c'est un bon compromis finalement ta position de dire c'est juste que si vous voulez avoir des aides à la presse, toucher de l'argent public, notre argent à nous tous, vous devez avoir ce fonctionnement coopératif. Franchement, faisons-le. Alors, je pense que si on fait ça, on règle beaucoup de problèmes d'un coup. Honnêtement, vu ce qui se passe ces dernières années avec la presse. Les aides pourraient être beaucoup plus importantes, puisqu'il y aurait moins d'acteurs qui pourraient en bénéficier. Et franchement, ils donneraient des infos beaucoup plus pertinentes que... parce que bon... Et en plus, vu qu'on a de plus en plus de personnes qui commencent à parler des intelligences artificielles pour remplacer la création même des articles, là, il va falloir une protection de l'État lui-même. À un moment, il va falloir venir et garantir ça. Nous garantir ça. On a un besoin d'information. Il faut nous le garantir. Et on a bien vu que de proposer des services publics de l'information, ça tout seul ne suffisait pas pour garantir l'information. Ah bon? C'est mon avis sur la question. En même temps, quand on a beaucoup de postes haut placés dans ces médias publics, ils sont à peu près directement sous le contrôle de l'exécutif, où ils peuvent nommer des gens. Bon, on voit ce que ça donne en ce moment. Hein. Alors j'aimerais juste revenir sur le sujet d'avant, parce que quelqu'un nous en reparle. Petite précision du chat. Moi j'aimerais revenir sur un truc quand même, parce que le truc de soupçonner, récemment il y a eu aussi, donc c'est la Quadrature du Net cette fois-ci qui nous en parle. Il y a eu quelque chose qui m'inquiète, parce que d'un côté on nous dit soupçonner, mais du coup de l'autre côté, qu'est-ce qui seront des éléments de suspicion? Et là on voit donc c'est la Quadrature du Net qui nous fait sortir 2-3 trucs comme ça. Donc l'affaire du 8 décembre, chiffrement des communications assimilées à un comportement terroriste. Donc que les personnes liées à cet article-là elles-mêmes fassent partie de groupes terroristes ou quoi que ce soit,
On n'en sait rien. D'accord ? D'accord. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que certaines choses particulières sont utilisées comme éléments permettant de suspecter un agissement clandestin. Sauf que c'est des trucs hyper standards, genre utiliser une application de messagerie cryptée. Attends. Tout le monde utilise une application de ils utilisent- messagerie cryptée, non? Ils utilisent cette donnée-là, le fait que ces gens-là utilisent des applis cryptées, comme un élément qui pourrait permettre de montrer qu'ils font partie d'une organisation clandestine. Donc moi, je D'accord. vais citer, donc là c'est dans l'article de la Quadrature, tous les membres contactés adoptaient un comportement clandestin. Ok, c'est quoi un comportement clandestin ? Avec une sécurité accrue des moyens de communication, applications cryptées, protocole Tor, permettant de naviguer de manière anonyme sur Internet et Wi-Fi public. Non, mais application cryptée, mais c'est une feature de base dans presque toutes les Ouais. messageries aujourd'hui. Ouais. C'est même un WhatsApp, argument de vente. WhatsApp le fait, et c'est littéralement Facebook, donc la plupart des gens l'ont. Je crois que la plupart des appareils d'Apple sont cryptés hardware dès que tu l'achètes. Bah ouais, c'est même un argument. Genre, les entreprises te donnent ça Le juge d'instruction, comme argument. le juge d'instruction dit « L'ensemble des membres de ce groupe se montraient particulièrement méfiants, ne communiquaient entre eux que par des applications cryptées, en particulier Signal, Oh bah tiens. et procédaient au cryptage de leur support informatique. » Tout ça, c'est des best practices. C'est des choses que normalement tu conseilles aux gens de faire parce que c'est bien de le faire. Parce que tu peux toi-même être victime de personnes qui essaient d'obtenir tes informations de manière pour des fins malsaines. C'est-à-dire que si on trouve vos mots de passe, on peut vous dévaliser des comptes bancaires, je ne sais pas. Donc d'habitude, c'est une best practice de dire aux gens faites attention quand vous voyagez, votre laptop par exemple, le disque dur devrait être crypté quand vous voyagez. Parce que si on vous le vole, sinon on peut récupérer toutes vos données dessus. Et après, qui sait, accéder à certains de vos comptes sur Internet, etc. Non, ça c'est des best practices, c'est des choses que les gens doivent faire. Donc, si ces éléments particuliers sont utilisés parmi d'autres éléments pour justifier d'un soupçon, moi je pense que c'est plutôt problématique quand même. Va falloir sciemment ne plus suivre les recommandations de sécurité des experts pour ne pas être en gros considéré comme un terroriste potentiel aux yeux de cette réglementation. C'est quand même quelque chose de gens. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais ça me rappelle aussi, il y a eu plein de cas comme ça. Par exemple, l'Australie qui a essayé de fortement réduire la capacité des citoyens à chiffrer leurs données, des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de gouvernements qui se sont intéressés les dernières années à réduire les capacités de la population à se protéger, tout simplement. Hein. Et en vrai, on peut comprendre qu'il y a un besoin du point de vue d'institutions de surveillance de pouvoir faire des recherches, accéder à des informations. D'un autre côté, le fait que la personne essaye de se sécuriser ne veut pas dire qu'elle essaye de se sécuriser vis-à-vis de ces institutions de surveillance publique. Oui. Ce n'est pas en soi, le fait que tu veuilles protéger tes informations ne veut pas dire que tu veux les protéger de la police, de la CIA, du FBI. Non, mais vraiment, tu ne peux pas inférer ça en fait. C'est pas quelque chose que tu peux inférer de ça. Et non. Peut-être que juste t'as envie que tes conversations restent privées, quoi, comme une personne standard. En fait, on retombe sur le fameux argument de si t'as rien à cacher, tu devrais donner publiquement. Ouais, c'est ça. Mais au vu de toutes les affaires de leak d'informations, des GAFAM et tout, je pense qu'on a vraiment des raisons par certains aspects d'utiliser des messageries cryptées, etc. Enfin bref. Totalement. Ah, moi, je sais que moi, je les utilise. Hein. Je sais pas comment je vais être considéré, Oula. du coup. Vu le nombre de publicités qu'il y a pour les VPN, le nombre de gens qui doivent utiliser des VPN. Bah oui. Est-ce qu'on peut, du coup, continuer à recommander Signal aux gens, etc. pour leur... On va continuer, hein. Nous, on va continuer. Vous inquiétez pas, les gens. Mais tu vois, comme tout se rapproche, d'un côté, on te dit que si vous êtes soupçonné, on peut utiliser toutes vos données de GPS, allumer votre webcam et regarder votre caméra, etc. D'un autre côté, on vous dit, oui, c'est vrai que c'est un peu suspect que vous cryptiez votre messagerie. C'est C'est un peu marrant. J'avoue, ces deux news pris ensemble, mais ça donne un truc marrant. D'ici 2027, vous pourrez retirer la batterie de votre téléphone. Et bah voilà.
Comme ça, hop, j'ai un truc important à dire, je vais enlever la batterie. Au moins, vous pourrez enlever la batterie. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'on avait quand même une news positive pour ce premier épisode du Rendez-nous. Ah là là. Bon, bah les gens, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. On est toujours en réception de vos questions pour le petit segment questions. Ouais, juste pour vous expliquer, après on prend les questions et on en discute. Donc ça peut être des questions avec des gros sujets. Hein. Ça peut, si vous voulez, si le sujet est assez gros, on peut dédier un quart d'heure, 30 minutes. Ah oui, n'hésitez pas à nous lancer sur un sujet. Genre, Ouais. on est là pour ça. Hein. On est vraiment là pour ça. Ouais, ok. Un dernier détail donc dans les news que moi, je suis tombé dessus par hasard. C'était la SNCF. Ah oui. Quelle est ton expérience avec la SNCF, toi ? Oh, la SNCF, écoute, jamais de mauvaise expérience. Toujours les trains à l'heure, toujours les prix qui baissent hein, d'année en année. Vraiment, prendre le train en vacances et tout, il n'y a vraiment aucun problème avec la SNCF. Alors oui, donc théoriquement, ce serait idéal que moi personnellement, j'aimerais bien que la SNCF et même tous les transports publics en général soient bien plus agréables à utiliser. Et en fait, c'est une histoire de financement. En fait, c'est un choix des dirigeants. Mais là, on a un choix de dirigeants qui est plutôt intéressant. Tiens. Donc là, c'est Signal Arnaque sur Twitter que je suis tombé là-dessus. Vous commandez un billet de train sur le site de la SNCF, vous vous sentez en sécurité ? Parce que c'est quand même le site officiel d'une entreprise publique. Ouais. Et c'est là que les problèmes peuvent commencer. Oula. À la fin de votre commande, vous voyez un joli bouton qui vous propose un remboursement. Vous vous dites « Super, je vais profiter de ce remboursement ». Ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce bouton est une publicité pour un service payant complètement distinct de la SNCF. Mais non. Je t'assure. Donc, il y a marqué « Votre commande est terminée. 21,87 € remboursé ». Cliquez ici pour obtenir votre remboursement de 21,87 €. Crédité sur votre carte bancaire directement suite à votre trajet en train réservé chez SNCF Connect. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a un énorme bouton continuer. Et en dessous, il y a marqué en cliquant sur continuer, vous pourrez rejoindre le programme remise et réduction pour 18 € par mois et obtenir des remboursements de notre partenaire Web Loyalty. Donc on a officiellement une entreprise privée. C'est sur le site SNCF Connect. Sur le site SNCF Connect public, un service public. Alors SNCF met juste un petit bandeau au-dessus en mettant offre partenaire suite à votre réservation chez SNCF Connect. Mais c'est un petit bandeau en gris. Ah oui. Donc tu viens de finir ta commande, donc là, il y a marqué continuer. Le premier truc que tu vois, donc ça c'est un design persuasif. Le premier truc que tu vas voir, c'est un énorme bouton continuer. Tu vas sans doute cliquer dessus. On vient de te dire qu'on va te rembourser 21,87 €. Or, tu es en train de t'abonner à un service 18 € par mois. Incroyable. Moi, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé, ça. Essaye-toi d'imaginer la réunion où cette offre a été proposée, quoi. La seule explication que je peux voir, ce serait... Parce que du coup, si la SNCF a accepté, c'est bien qu'il y a des gens à la SNCF, les gens qui ont signé ce contrat, ils ont bien considéré que c'était dans l'intérêt de la SNCF de le faire. Donc, est-ce que dans le contrat, il y a une part des bénéfices ? Enfin, comment ça... Parce que je veux dire, comment ça fonctionne ? À quel moment la SNCF bénéficie ? Parce que l'entreprise tu t'abonnes à ce service, tu payes, et tu as en gros des réductions, si j'ai bien compris, tu as des réductions, tu as des remboursements partiels de tes billets si tu les prends. Mais évidemment, sur le long terme, sans doute en moyenne, les gens vont y perdre de l'argent parce qu'ils payent tous les mois. En fait, je sais pas comment fonctionne vraiment l'entreprise Web Loyalty, comment ils font eux-mêmes de l'argent. Ouais, il faudrait voir. Moi, je suppose, c'est une supposition, hein, supposément, que vu que tu as oublié ou tu ne sais même pas que tu es abonné à ce service-là, les 18 € par mois s'accumulent et au bout d'un moment, c'est bien plus que ce que tu as remboursé, ce qu'on t'a remboursé. Bah oui. Que tu vas pas forcément utiliser ce service pour avoir des remboursements et que du coup, au final, ils sont bénéficiaires. Sachant que peut-être que eux de leur côté te proposent des offres et en fait ils sont payés par les entreprises pour te proposer ces offres et en fait c'est de la publicité. Mais dans tous les cas,
les 18 euros par mois, au bout du deuxième mois, le scam est réel, selon moi, supposément. Supposément. Le scam serait réel. Mais oui, en fait, c'est fou. c'est une entreprise publique où soit eux ont demandé, soit l'entreprise est venue vers eux. Ils ont dit oui, en fait. Donc SNCF va gagner de l'argent dans ce truc-là. Pas forcément. Sinon, SNCF va sans doute être payé par cette entreprise. Donc ils ont signé un contrat, sans doute, où on leur a dit probablement, oui. comment on empêche ce genre de choses. C'est fou. C'est juste fou. Apparemment, le phénomène est dénoncé depuis 2015 par des journalistes, des politiques, des lanceurs d'alerte. Apparemment, c'est quelque chose qui arrive depuis un moment. Moi, je me suis fait avoir là-dessus. Ah ouais, c'était arrivé? C'était la petite anecdote. Je crois que c'était Cdiscount. Ouais. J'avais commandé un truc nul, attends. Un jeu d'occasion. On veut savoir les commandes je crois que de VPT. Je crois que c'est un jeu d'occasion. Et on m'avait dit, ça va être remboursé. Juste, vous cliquez là-dessus. Et alors, moi, j'ai cru que j'allais outsmart le système. Parce que j'allais pouvoir annuler directement après le remboursement et ce serait terminé. Bien sûr, on connaît. Et c'est parti dans un délire où pour annuler, il fallait faire un tunnel, quoi. C'est un tunnel pour annuler. Dès que j'ai été inscrit et que j'ai pu voir un peu le délire, j'ai vu que c'était complètement voué à être une arnaque, pour moi, en tout cas de mon point de vue, supposément. Supposément. Ça serait une arnaque. Et je me suis dit, ok, il faut que je sorte de là, quoi. Parce que t'es inscrit, t'as donné ton numéro de carte bancaire, puisqu'ils vont te rembourser sur ta carte bancaire. Ah bah bien sûr. Il leur faut ton numéro. Donc une fois qu'ils ont ton numéro... C'est pour mais toi. ils peuvent aussi l'utiliser pour te débiter les 18 euros par mois. Bah oui, bah ce serait bête. En fait, dès le moment où on m'a redemandé ma carte bancaire, j'aurais dû voir que c'était un scam, supposément, parce que j'ai déjà payé, l'entreprise a mes données. Et en fait, non, je vais juste donner mes données bancaires à une autre entreprise. Que tu le donnes à une autre entreprise. Je le montre voilà. Et dès que je me suis rendu compte du truc, j'ai dit bon, il faut que j'annule tout de suite. Et heureusement qu'on a des lois pour nous protéger sur les droits de rétractation, etc. N'hésitez pas, vous avez un droit de rétractation de 14 jours sur tout achat, etc. N'hésitez pas, vous êtes protégé par la loi pour ce genre de choses. Vous avez une garantie constructeur de 2 ans en France. Ils l'ont pas dans les autres pays. Hein. Dans d'autres pays, ils n'ont pas. Moi, je sais qu'aux États-Unis, la garantie, c'est 1 an seulement. Ça change tout. Bref. Ce genre de loi, ça change tout pour les usagers. Hein. Donc j'ai pu m'en sortir, mais au bout de 2 semaines, je pense que j'aurais été abonné, j'aurais dû payer au moins 2 mois et c'était fini. Classique. Le classique, c'est comme Amazon, hein, ils nous ont avec ça aussi. Hein. Le nombre de gens qui ont des abonnements qui roulent comme ça, qui savent même pas de quoi il s'agit et c'est trop dur de le couper, etc. C'est affolant. N'hésitez pas à régulièrement consulter vos comptes en banque et à regarder s'il n'y a pas des transactions étranges et tout, parce que je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois de souscrire à un service et de se rendre compte 6 mois après, genre attends, j'avais en fait 20 euros débités tous les mois depuis 6 mois. Enfin voilà, faut vraiment faire gaffe à ça. Malheureusement, c'est beaucoup trop courant, toujours. Hein. Bon, en gros, morale de l'histoire, tout ce qui est service public, faut arrêter de le gérer comme une entreprise. La SNCF ne doit pas avoir pour but de faire de l'argent. La SNCF doit avoir pour but de transporter les gens. Et pour transporter les gens, elle doit techniquement ne pas perdre de l'argent, bien sûr. Mais le but principal n'est pas de faire de l'argent. Donc ce genre de décision, dont le but est d'augmenter leur rentabilité apparemment, parce que je vois pas quel autre but il y aurait, ça devrait pas faire partie des prérogatives. Mais c'est comme il y a un autre truc que j'ai remarqué récemment aussi, c'est les pubs dans les transports en commun, notamment dans les gares publiques de la SNCF, etc. Mais on a des pubs même pour de l'alcool. Moi, je sais pas, il n'y avait pas un moment où c'était pas autorisé les pubs pour l'alcool dans ce genre de truc. Enfin, maintenant, je vais dans n'importe quelle gare et je vois pub, bière, etc. La vodka, ouais. La vodka. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est censé être un service public financé par la collectivité pour fournir un service d'intérêt général. On a tous besoin de se déplacer, on a tous besoin de transport. C'est pour ça qu'on a créé ces services-là. Et là, non, on l'utilise pour dire aux gens, regardez, vous pouvez acheter tel ou tel produit. Et en fait, ça bénéficie à des vendeurs d'alcool, à d'autres entreprises. Évidemment, il n'y a pas que les entreprises d'alcool. Mais enfin, ça rentre aussi dans ce que tu dis là, la gestion
des services publics comme des entreprises privées à but C'est- lucratif. C'est techniquement considéré comme des entreprises. Et il faut arrêter. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est une entreprise légalement. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut arrêter de le voir de cette manière-là. On doit arrêter de considérer que les entreprises publiques sont des entreprises. Il faut changer le nom, il faut changer la manière de faire. Moi, Service public, franchement, on n'a pas inventé mieux. Hein. C'est le Mais bon, c'est le bon attends. terme. Du coup, juste pour continuer, le coup le but de l'entreprise, c'est de faire de l'argent. Ça, moi, j'ai une dent contre ça. Ah, explique-nous. J'avais eu un cours. Ah, Moi, c'est trop marrant parce que j'étais le progressiste de service, on va dire. Et personne n'avait compris pourquoi j'avais pris option management. Tu sais, l'option la plus marketing mental, voilà, commercial, etc. Ouais. Et personne comprenait. Et en fait, ça a été les meilleurs cours que j'ai jamais eu parce que je remettais en question vocalement tout ce qui se passait en permanence et c'était vraiment cool. Et ben, il y a un intervenant qui était venu nous dire le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Et j'ai dit non. Le but T'as d'une juste dit entreprise. non. J'ai juste dit non. J'ai dit T'es non, levé, monsieur. t'as dit non. Non, j'ai dit non, monsieur, le but d'une entreprise, c'est pas de faire de l'argent. Il m'a dit si, c'est le but d'une entreprise. J'ai dit non, l'argent est un moyen. C'est pas le but de l'entreprise. Et j'ai donné un exemple très simple. J'ai dit quel est le but d'un boulanger, qui est une entreprise. La boulangerie est une entreprise. Tout à fait. Quel est le but d'un boulanger? Il t'a dit faire de l'argent. Faire de l'argent? Bah du coup, le boulanger doit donc regarder qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent et investir là-dedans. Du coup, ça n'aurait pas de sens parce que c'est peut-être pas à faire du pain. Non, C'est peut-être pas à faire Non, des croissants le le matin. but du boulanger. devant un 4 Exactement. Le but du boulanger, c'est de faire du pain, c'est faire des petites viennoiseries, etc. C'est faire un beau service, un beau magasin. Et les boulangers, ils aiment ça. La plupart des gens qui font ce métier, ce qu'ils veulent faire, c'est du bon pain. Ils aiment bien le contact avec le client, etc. Bah, si tu veux faire un max d'argent, T'as tu besoin, fais pas t'as besoin boulanger, d'argent quoi. pour faire fonctionner la boulangerie. T'as besoin d'argent. Donc, tu vas faire payer ton service et les biens et les services que tu produis. Mais tu les fais payer pour pouvoir continuer ton activité et pour pouvoir en bénéficier et pour pouvoir vivre. Et je trouve que c'est une folie de mettre dans la tête. Tu sais que ces gens. Moi, ce qui me rendait fou, c'est pas que les gens disaient ça. Ça me dérangerait pas d'avoir un mec qui dit ça dans une conversation pendant un dîner de famille ou quoi. Ouais. Non, la personne disait ça, c'était un cours. Oui, donc c'est officiellement ce qui est enseigné Ouais. par les professeurs, Ouais. par c'était le public en plus, donc c'est ça. C'est fou. Oui, c'est une école publique. C'est fou. Donc, je suis désolé, le but de la SNCF n'est pas faire de l'argent. Le but de la SNCF, c'est de transporter des passagers. Encore heureux, quoi. Hein. C'est tout. Non, mais bonne démonstration avec ton boulanger. Enfin, bonne démonstration, quoi. En fait, les gens font leur activité parce qu'ils aiment cette activité plus que d'autres, en tout cas. Enfin, il y a évidemment, c'est pas que ça. Hein. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Souvent, la nécessité d'avoir un travail pour subvenir à tes besoins. Mais bien sûr, si un boulanger allait optimiser 100% son activité pour maximiser l'argent, bah non. Pourquoi il continuerait à faire ça, quoi? Non, belle démonstration, en vrai. Hein. Petit exemple simple, comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il a répondu, le prof, quand tu lui as sorti ça? Tu te souviens ou pas? C'était un back and forth pendant des Ah. dizaines de minutes. C'est parti en débat, en plein De toute façon, cours. tous les cours de. Ce qui était marrant, c'était que c'est des intervenants différents à chaque fois. Mais ouais, je vous réserverai d'autres petites anecdotes sur ces Non, cours-là. c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. C'était Bien fait vraiment- pour tous. En cours, c'était quelque chose. Hein. Ah là là. Bon, bah ça, c'était pour les sujets d'actualité de la semaine. Ouais, je regarde rapidement si on a eu des petites questions. Oubliez pas que vous pouvez à n'importe quel moment faire des dons pour soutenir donc le rendez-nous hebdomadaire. Mais aussi, quand vous faites le don, vous pouvez rajouter une petite question et nous derrière, on a un segment dédié à ça. Donc n'hésitez pas. Donc le lien est je vais mettre le lien dans le chat. Yes. Pour l'instant, on a une question qui n'est pas vraiment une question. Donc, on va peut-être la section questions, la partie question va peut-être démarrer à l'épisode 2. On verra comment ça se passe. Oui. Oui, c'est plutôt attendu que dans le premier épisode, on va pas vous mentir, c'est un stress test tout ça. Hein. Ouais, bien sûr. On vous propose un petit setup, un petit. C'est un pilote, les gens, c'est un pilote. Vous êtes en train de faire partie de l'histoire.
vous permettez à un projet de se lancer. Vous êtes là au moment zéro. T égale 0 du projet. Incroyable. Bon, on peut peut-être terminer avec une petite news de la semaine de la neutrosphère. Ok. On peut peut-être parler vite fait du débat qu'on a eu avec AstronoGeek quand Alors, même cette semaine. Pour rappeler quand même aux gens qui écoutent, Mulch est aussi un streamer. Et donc, tu fais des streams tous les jours de la... Non, Tous les sauf le jours, jeudi. sauf le jeudi, Sauf et, le jeudi et le le dimanche. dimanche. Je suis en live et oui. Ça a été confirmé. Et du coup, tu veux vraiment, genre, prendre toute la place, en fait. Je m'accapare ce podcast pour parler du stream. Dis-nous tout. Non, mais attendez, mais cette semaine, quand même, il s'est passé ce débat qu'on a eu avec AstronoGeek. Si vous ne connaissez pas AstronoGeek, c'est un YouTuber assez suivi quand même. Hein. Je pense qu'il a autour de 850 000 abonnés sur sa chaîne principale. Et pendant des années et des années, il traite de sujets comme l'astronomie, divers sujets scientifiques, la vulgarisation. Il lutte aussi contre de l'obscurantisme en faisant du contenu de là-dessus, etc. Et il s'est mis à parler de sujets un peu plus politiques depuis quelques années, créant la polémique à plusieurs reprises. Donc, cette semaine, on a fait une discussion avec lui. Il a accepté de venir parler de 2-3 polémiques dans lesquelles il a été auparavant. Et au final, ça a été une discussion qui nous a permis d'éclaircir pas mal de points politiquement sur nos divergences, sur ses avis à lui, mes avis à moi. Et il y a eu des retombées, beaucoup de gens en ont parlé, etc. Donc, je pense que c'était quand même un débat intéressant. Je sais que pas mal de gens qui étaient critiques auparavant de ses positions m'ont dit que ça a été utile quand même de clarifier parce que certaines personnes, par exemple, pouvaient penser qu'il était carrément plus d'extrême droite, voire fasciste. Hein, c'est un terme qui revenait pas mal pour le qualifier. Et je pense qu'il a pu clarifier ses positions, même si au final, on a beaucoup de désaccords. Malgré tout, le débat s'est pas terminé sur des accords loin de là. Mais voilà, toi, t'en as pensé quoi de cette discussion ? Ouais, moi, j'ai mon propre avis sur la question parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens refusent le dialogue, les débats surtout, en fait, avec des gens qui sont classés à l'extrême droite. Parce que c'est généralement plutôt logique de se dire qu'il ne faut pas donner la parole à l'extrême droite. Ouais, ça peut paraître logique. Mais en même temps, c'est des gens qui te reprochent de trop couper la parole, qui te reprochent de ne pas laisser les idées de l'intervenant être exposées, et qui reprochent de ne pas céder moralement quand des gens viennent devant toi. Donc, essayez de comprendre, genre, essayons un peu de mixer tous ces éléments. Si vous avez peur que quand quelqu'un vient sur son stream, il puisse prendre la parole, diffuser son idéologie et faire plier l'intervenant, en fait, repensez ce que vous venez de critiquer avant, en fait. C'est vrai que j'ai eu des critiques. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. En fait, finalement, oui, si tu reçois quelqu'un de l'extrême droite, que cette personne-là, enfin, classée de l'extrême droite, parce que des fois, il y a des gens qui sont hard, et ça, c'est triste. C'est des gens qui ont pu exprimer des idées d'extrême droite, et même ces gens-là, on aimerait qu'ils puissent techniquement s'exprimer publiquement pour dire, en fait, j'ai fait de la merde. Exactement. Et c'est une bonne chose que ces gens puissent dire publiquement j'ai fait de la merde, parce que sinon on les enferme en tant que culture, on les enfermerait dans un cas de figure où ils ne peuvent plus s'exprimer autrement que en disant des trucs d'extrême droite, puisque ils pourraient pas avoir un échappatoire, un moyen d'exister publiquement en disant j'avais tort et je veux le dire, quoi. C'est sûr, en fait, il faut vraiment... Moi, je pense globalement, il faut qu'on normalise le fait de changer d'avis et de revenir sur ses positions. Ouais. Et même pour des gens comme ça, des influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont beaucoup de gens qui les écoutent, qui ont entendu leurs propos par le passé, c'est un problème, en fait, que ça soit pas aussi accepté que ce que ça devrait, de juste changer d'avis, de se remettre en question. Alors, bien sûr, il y a des questions d'ego là-dedans. Enfin, tout le monde, on a tous notre ego. Bien Parfois, ça nous empêche de... reconnaître qu'on avait tort et de reconnaître qu'on évolue. Qui ne s'est pas rendu compte pendant une discussion qu'il avait complètement tort sur un sujet et a essayé de mettre fin à la discussion le plus vite possible. Oui.
Au lieu d'admettre que t'as tort, juste voilà, tu dis bon, on va rapidement, le plus rapidement possible, passer à autre chose. Bon, ça va, hein Par contre, là, faut qu'on y aille, non C'est bientôt le rendez-vous, genre, et tu changes de sujet. Et 2 semaines plus tard, c'est toi qui fais la leçon sur ce sujet-là à quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça, mais faut qu'on reconnaisse tous, hein, ça arrive à tout le monde, mais voilà, je pense qu'il faut, il faut normaliser ça. Après, bon, c'est vrai que dans les cas d'influenceurs, là, on parle plus vraiment d'astronogeek, hein, mais en général, hein, les influenceurs, il y a peu de chances quand même que dans un débat ou une discussion, ils changent d'avis. Et c'est pour ça aussi qu'il faut rappeler que les débats comme ça en public, on les fait évidemment pour convaincre le public, Ouais. notamment Ouais. les publics de ces influenceurs avec lesquels on est Ouais. en désaccord, fondamentalement, politiquement. Mais voilà, on croit dans la capacité des gens à changer d'avis. Donc on se dit que il y a plus de chances qu'ils changent d'avis s'ils sont mis en face de contenus, de discussions où on oppose à leurs influenceurs préférés des arguments, des propos. des Et faits. juste créer un contenu dans lequel on montre que ces idées sont inacceptables aussi. Exactement. Et que ce contenu soit regardé par un public divers. Bref, c'est en gros ce que tu as dit. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à la section questions-réponses ? Alors, Vous pouvez, pendant la section elle-même, questions-réponses, n'hésitez pas à faire des dons pour poser de nouvelles questions. Théoriquement, on n'a pas de limite au temps qu'on reste là. c'est pas faux. Je vous avouerai qu'on a passé un certain temps à setup tout ça. Le setup a été technique, hein, on va pas se mentir. Donc si ça se termine, c'est pas très grave, hein, le stream. Mais ouais, vous pouvez rallonger la durée de ce contenu en posant des questions. Est-ce qu'il y a eu des questions ? Oui, bien fait. Il y a eu des petites questions. Alors, on a une première question de assurer les besoins vitaux. Merci beaucoup pour ta question. J'ai eu des témoignages de gens de gauche qui dénonçaient de la fainéantise et de la planque dans des services publics. Comment prévenir cet éventuel problème ? Grosse question. Grosse question, mais merci pour ta question, bonne question. D'accord, donc il y a des témoins, donc c'est des gens de gauche qui dénoncent eux-mêmes la fainéantise et la planque dans les services publics. Alors, C'est vrai que ça peut arriver. moi, quand je donne mes solutions là-dessus, je suis très mal vu en général. Ah. On a eu déjà pas mal de discussions sur ces sujets-là. Moi, je suis pour une refonte complète des services publics dans lesquels il y aurait une très mauvaise protection de l'emploi, en fait. Je suis pour garantir les besoins vitaux. Et c'est bien parce que la personne qui fait le don s'appelle assurer les besoins vitaux. Donc au moins, on doit s'accorder là-dessus. Donc moi, je suis pour qu'on garantisse les besoins vitaux. Ouais. Ce qui derrière veut dire que si tu perds ton emploi, tu as les besoins vitaux garantis. Et donc, c'est pas un problème pour survivre, tu vois. Donc là, on parle de projet, de société, vraiment. Ouais, là, on va très loin, on va très loin. On va très loin, juste pour rappeler, parce pour répondre à ça, en fait, il faut qu'on explique le fonctionnement que nous, on voudrait voir globalement. Parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes avec les services publics actuels, les emplois dedans et tout, il y a à divers niveaux. Donc, ouais, continue, pardon. Et donc, en fait, moi, donc une refonte complète des services publics dans lequel n'importe qui voudrait faire un travail pourrait se proposer pour le faire et se proposer pour le faire pour un salaire. Et en fait, si ce salaire est moindre ou si la personne a plus de compétences, si on juge que la personne, en fait, sera plus efficace dans ce poste, que ce soit pour des intérêts financiers ou d'activité, etc., et ben le poste serait remplacé. On regarde le rapport qualité-prix, en gros. Ouais, avec bien sûr un certain prix, une certaine valeur prise en compte pour le fait de changer de personne. Ça a aussi une valeur, le fait de changer. Il faut que tu reformes la personne. Une ancienneté, il y a une expérience du terrain qu'il faut prendre en compte dans ce calcul-là, bien sûr. Mm-hmm. Mais il peut être très intéressant. En fait, il peut être très intéressant de dire que si quelqu'un est prêt à faire ce travail-là et est prêt à le faire pour moins d'argent parce que peut-être il est plus passionné là-dessus ou a plus de compétences pour faire ce travail, etc., ou est prêt à travailler plus longtemps, je ne sais pas, cette personne-là doit pouvoir accéder au poste. Alors qu'aujourd'hui, on est de plus dans une situation où, une fois que le poste est obtenu, il peut être maintenu ad vitam aeternam, en fait, c'est la loi actuellement. Oui. Garantie de l'emploi, oui. Ouais.
Et autant c'est plutôt bien parce que ça permet d'avoir une stabilité, une sécurité de l'emploi, autant je préfère avoir ça dans le privé, une meilleure sécurité de l'emploi dans le privé, et dans le public, on s'assure que le travail soit fait en fait. Et on s'assure que le travail soit fait par des gens qui veulent le faire, et par des gens qui ont les compétences pour le faire, et par des gens qui sont prêts à le faire pour le moins en fait, puisqu'ils veulent le faire. Et qu'est-ce que ça nous permet au final ? Ça nous permet derrière d'assurer les besoins vitaux. Que si on arrive à regrouper les gens qui sont prêts à le faire, et qui sont prêts à le faire, mais il y aura des endroits où ça ferait monter les salaires. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, bien sûr. il y a des gens, on leur force à faire un travail parce que le fait qu'on ne garantisse pas les besoins vitaux, ça fait que les gens travaillent pour une bouchée de pain parce que sinon ils meurent aujourd'hui. Chantage à l'emploi. C'est un chantage à l'emploi. Donc ça va les salaires qui seront proposés aux gens dans le service public, ne croyez pas que ça va faire baisser totalement tous les postes de travail. La plupart des postes, les gens ne voudront pas le faire puisqu'ils pourraient ne pas le faire et on leur garantit les besoins vitaux. Donc il faut savoir que ces gens-là toucheraient beaucoup d'argent. Mais derrière, toucheraient beaucoup d'argent, mais si quelqu'un est prêt à le faire pour moins ou a l'air plus passionné, si vous voyez ce que je veux dire, plus motivé, ça permettrait de s'assurer en fait que les services publics soient assurés. Et l'un dans l'autre, en fait, c'est pour ça que j'avais bien expliqué qu'on garantissait les besoins vitaux, parce que ce que je propose là, sans expliquer qu'on garantit les besoins vitaux, ça c'est une dystopie. Ah bah oui. Et c'est pour ça souvent que je m'en prends pas mal dans la tête quand j'essaie d'expliquer ce sujet-là. Ouais, faut pas juste changer à un bout sans changer fondamentalement. Non, ça serait problématique. Le marché du travail, ouais. Non, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Bah écoute, moi j'aime bien ta solution, franchement. Je pense que ça créerait un cercle vertueux. Et puis aussi, est-ce que ça permettrait pas de lutter contre cette mauvaise réputation entretenue par évidemment des gens qui mentent et qui font de la propagande comme ça idéologique pour dire que les fonctionnaires sont des feignants, etc. Mais en vrai, si on avait ton système, aujourd'hui, ce serait plus dur de diffuser cette idée. Aujourd'hui, c'est horrible parce que la plupart des pompiers sont volontaires, bénévoles. Waouh. Ils peuvent avoir parfois des... C'est même pas des rémunérations, c'est des traitements, non ? On leur rembourse leur journée ou je ne sais pas, je sais pas comment ça marche. Du défraiement de... Ce sont des volontaires aujourd'hui. Donc j'aimerais qu'on puisse garantir les besoins vitaux et que ce soit pas juste des volontaires comme ça. Mais allez me dire qu'il y a des pompiers qui sont fainéants dans les services publics. On dit souvent que les gens sont fainéants sur d'autres services publics. J'ai jamais vu quelqu'un me dire les pompiers sont fainéants. Ouais, non. Parce que les pompiers sont volontaires. On a pris ceux qui voulaient le faire. Et c'est un problème aujourd'hui, hein, parce que vu qu'on ne garantit pas les besoins vitaux, aujourd'hui c'est un énorme problème que nos pompiers soient volontaires. Il y a très peu de pompiers salariés aujourd'hui. Les gens parlent pas assez. Les fonctionnaires, quoi. Ouais, il y a les deux. Il y a les volontaires. Il y a les pompiers volontaires et les pompiers pros. Mais il y a très très peu de pompiers pros. La plupart des pompiers sont volontaires. Et c'est assez catastrophique. Les infirmières, première fainéante de France. Go privatiser ce merdier. Oui, non, pareil, il faut savoir qu'actuellement, les médecins, les infirmiers, tout ça, la plupart des gens sont pressés parce que le service doit être rendu. Mais derrière, en fait, on les paye pas à hauteur de ce qu'ils produisent. Ouais. Ils sont hyper sous-payés. Dans un système que je propose là, leur travail est tellement dur que toutes les infirmières qui ont démissionné actuellement, on les remplacerait pas par de la main-d'œuvre supplémentaire. On se dirait, bon, bah, il y a un manque c'est un métier très dur à faire, très peu de gens veulent le faire. Et donc on augmenterait les salaires. On augmenterait les salaires jusqu'à ce qu'on ait assez de gens. On ait assez de gens, exactement. On augmente Oui, parce qu'il y a aussi un truc, c'est-à-dire quand on manque de la main-d'œuvre, on augmente les salaires. C'est aussi simple que ça. Bref. L'État fixe les salaires aussi haut que nécessaire pour avoir assez de gens qui travaillent dans ces postes-là. Et donc, comme les besoins vitaux sont garantis, les postes les plus pénibles seront les plus payés. Ouais. En fait. Peut-être toi une réponse plus terre à terre à la question. En fait, plus sur le point de vue. Ouais, sur la fainéantise, etc. Ouais. Je pense que c'est important aussi de rappeler que des personnes qui sont dans des postes, dans des emplois qui sont incompétentes, qui font mal leur travail, mais qui restent malgré tout dans leur poste, ça existe partout dans notre économie. Pas seulement dans les services publics. Enfin, vous avez déjà travaillé dans une entreprise privée, les gens ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie
de travailler, par exemple, dans une grande entreprise avec beaucoup de niveaux de management. Vous pensez vraiment qu'à tous les niveaux de management et d'emploi des entreprises, les gens sont compétents, les gens font incroyablement bien leur travail et il n'y a personne qui reste en poste des années, alors que la personne, en fait, ne fournit pas du tout un travail à la hauteur. Enfin, bien sûr que ça existe, hein. Puis évidemment, avec tous les copinages, toutes les relations qui permettent aux gens de rester dans des postes, etc. Enfin, le nombre de dirigeants de grandes entreprises qui, en fait, font très mal le travail d'un point de vue efficacité opérationnelle. Peut-être qu'ils font bien le travail d'un point de vue intérêt des actionnaires, mais bon, ça, c'est une autre question. Mais ouais, parce qu'on a souvent cette idée on a souvent la droite qui propage ça, de dire les services publics, c'est inefficace si vous privatisez, etc. Mais en fait, les entreprises privées ne sont pas... Enfin, ce sont des humains dans les deux cas. Il y a les mêmes répartitions de gens Et ça me fait compétents, penser incompétents, etc. quoi. Ça me fait penser à un autre truc. C'est que ces gens qui sont dits fainéants dans les services publics, ils sont peu efficaces afin de rendre le service public, d'accord ? Selon ces personnes. Ouais. Mais qu'est-ce qui est plus problématique ? Qu'il y ait des gens qui soient pas très efficaces pour rendre le service public, ou qu'il y ait des gens qui soient très efficaces dans des entreprises privées complètement catastrophiques. Donc par exemple, J'avoue. sous cet angle-là, Oui, j'avoue. Vous préférez Mark Zuckerberg extrêmement efficace qui est à son top, tu vois, qui est dans in the zone, tu vois, genre. Il est focus. Waouh, tu sais, tu vois Mark, tu vois genre, tu dis waouh, il est trop productif. Et en fait, il est en train de faire Cambridge Analytica. Vous préférez des équipes de centaines d'ingénieurs et de commerciaux, etc., méga compétents dans le fait de vous vendre un produit trop cher et de voler vos données personnelles, etc. Peut-être que finalement, en fait, c'est pas forcément le meilleur truc. Oui, c'est marrant. Il faut voir compétent et efficace dans quel but, en fait. C'est vrai, c'est ça qui est très important. C'est ça, ouais. Le but est plus important, en fait, à étudier que le fait d'être efficace ou compétent ou de travailler dur ou de quoi que ce soit. Quel est le but du travail ? Grosse question. Bon, bah, merci beaucoup pour cette question. Ouais, très, très bonne question. J'espère qu'on a pu répondre. Peut-être on fait un petit tour des dons où il n'y a pas trop de questions parce que ça fait plaisir. Donc merci à Jay Dufour, merci à Naomi Dance Forever pour les abonnements. Merci beaucoup. Merci aussi au don un autre don de Assurer les besoins vitaux qui nous explique que c'est plutôt stylé l'émission. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir les gens. Et aussi Jean Massier. Bon, je suis pas sûr que ce soit le vrai Jean Massier, mais merci beaucoup. Pareil pour Olala. C'est la police qui a déclenché le don sur mon téléphone. Ah mince. La loi est rentrée en vigueur plus rapidement que prévu du coup. Ravi du contenu, keep it up. Merci beaucoup pour ton don, ça fait trop plaisir les gens. Donc merci beaucoup tout le monde. Donc voilà, vous pourrez retrouver cet épisode et les suivants sur les plateformes de podcast. Peut-être. On essaiera de mettre ça en place en tout cas. Oui. Normalement, on essaye de faire en sorte que l'épisode soit dispo dès lundi matin à 4h du matin pour la personne qui se lève pour aller faire le pain et qui doit mettre ses petits écouteurs. Ah bah voilà. On pense à pas vous. Maximiser ses profits, mais qui va fournir le pain. Exactement. Comme son objectif principal. Bah ça fait plaisir. Hein. Donc ça sera disponible sur toutes les plateformes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Si vous écoutez sur ces plateformes-là, à mettre une petite note. Je sais pas quels sont les types de notes proposées. Je pense que tu peux mettre une review. Des 5 étoiles, des commentaires, ce genre de choses-là. N'hésitez pas à le partager aussi à vos amis. Faire du bouche à oreille. Bouche à oreille, à l'ancienne. De susurrer le nom du podcast à vos plus grands amis. Et surtout, rendez-nous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, les gens. Rendez-nous la semaine prochaine. À plus.